Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux, très honoré d'inaugurer ce cycle de conférences accompagnant cette fort belle exposition que je vous conseille d'aller voir si ce n'est déjà fait. Moi, j'ai eu la chance, grâce au commissaire, et j'en remercie de l'avoir visité cette semaine. Désolé en revanche de m'adresser à vous avec des lunettes noires, mais une opération ophtalmique qui m'oblige à vous parler depuis la nuit noire de la peste du même nom, qu'on n'a pas toujours appelée noire. Je vais vous l'expliquer, puisque c'est aussi, comme l'exposition, à partir des mots du nom de peste, le nomen pestis dont parlait Pétrarque, que je voudrais évoquer ces quelques mots qui ont, Guélin l'a fort bien dit, comme ambition d'essayer de placer le regard de l'historienne et de l'historien sur ces hantises, sur cette histoire épidémique au long cours, qui peut paraître désespérante tant elle charrie des stéréotypes constamment répétés, qui peut paraître répétitive tant elle ne cesse de faire revenir des archaïsmes, et on en sait quelque chose, mais dont on doit pourtant apprendre à scander l'histoire. On avait entendu le mot peste, on l'avait lu dans les livres, on n'avait jamais entendu qu'une peste universelle puisse épuiser le monde. C'est Pétrarque qui parle, il parle en 1362, à ce moment-là la peste s'est installée, elle a déjà fait terriblement souffrir le poète en lui ôtant son amoureuse, Laure, ses amis, son fils, si bien qu'elle est devenue pour lui plus qu'un événement, un millésime. Il date les années qui passent depuis 1348, l'année de nos malheurs, comme une sorte de compte, de décompte d'un mal qui s'est installé, qui effectivement est devenu endémique et qui, au fond, est pour lui davantage qu'un événement, une période, une durée, un contexte. Et c'est de tout cela dont on doit parler ensemble depuis effectivement cet effet, cet effroi que ressent Pétrarque, pour qui le temps s'est plié en 1348, et ce qui lui permet d'ailleurs de se relancer, de se remettre à écrire ou de réécrire ce qu'il avait déjà écrit. Mais au fond, ce qui nous intéresse, et avouez que ça nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est le rapport au fond entre un événement catastrophique, alors là évidemment quand je parle de la peste noire, c'est-à-dire de cette épidémie qui de 1347 à 1352 a emporté le tiers assurément, mais peut-être même la moitié de la population européenne. On parle de la plus grande catastrophe démographique de l'histoire de l'humanité, et au fond, nous sommes habitués à l'idée, en tout cas nous aimerions très bien vraiment croire en l'idée que les grandes causes produisent des grandes conséquences et que les effets politiques sont toujours à la mesure des peines qui affligent les femmes et les hommes. Eh bien, ce n'est vraisemblablement pas évident. Parce que ce que dit Pétrarque, on avait entendu le mot peste, on l'avait lu dans les livres, mais on n'avait jamais pu imaginer qu'une peste universelle épuise le monde. Nous pourrions le dire aujourd'hui, d'une certaine manière, comment ne pas y penser, l'épidémie de Covid-19, d'elle, on pourrait dire assurément qu'elle était à la fois irrésistible, en tout cas inévitable et imprévisible. Inévitable et imprévisible. C'est très exactement ainsi que le présentent les médecins qui savaient, au fond, qu'une épidémie de type SRAS allait un jour s'imposer dans le monde, donc devenir une pandémie au sens propre, mais qui était évidemment incapable de savoir quand et comment et sous quelle forme. Pourquoi Pétrarque dit de la peste que c'est d'abord un mot qui sort des livres et qui devient universel. J'ai choisi effectivement de commencer ce propos en parlant des mots, très exactement d'ailleurs de la façon dont l'exposition vous cueille au premier étage, sur une histoire de mots, des mots incertains. Ceux qui sont dans nos sources, c'est
mortalitas essentiellement, maladia bos, pestilencia, c'est-à-dire au fond des mots qui sont très vagues, qui ne désignent pas ce que nous appelons la peste. Et voilà, au fond, comment je tente d'organiser mon propos, vous faire comprendre qu'être historienne et historien de cet événement, c'est tenter de se placer évidemment à hauteur de l'ignorance des femmes et des hommes qui la subissent. Ils ne savent rien de cette maladie, ils n'en sauront jamais rien. Les médecins même n'ont aucun moyen de comprendre ce qui se passe. Et aussi, évidemment, donc à la lumière de cette ignorance et à la lumière du savoir que nous pouvons constituer, nous, aujourd'hui, sur cette maladie, si bien qu'en toute rigueur, lorsqu'on parle de la peste, on devrait dire toujours la maladie que nous appelons aujourd'hui peste. Parce que quand il l'appelait peste, au XIVe siècle, eh bien, il désignait un mot assez vague dont je dois d'abord décrire au fond l'ampleur et j'allais dire l'encours. Le premier mot, c'est celui qui nous accueille dans cette exposition, c'est épidémie. Épidémie, ça vient d'un verbe grec qui s'appelle épidémein, qui signifie séjourner dans un pays. Et c'est donc ce qui, à un moment donné, peut affecter un grand nombre de gens au même endroit. C'est ça une épidémie. Donc, dans la médecine galénique, gréco-latine, on appelle ça une maladie générale, par opposition aux maladies sporadiques qui vont toucher une personne et pas une autre dans une communauté. Donc, si Pétrarque dit que la peste est une maladie universelle, c'est qu'elle touche tout le monde à un moment donné, dans un lieu donné, et comme effectivement ça va s'étendre, c'est ça qui la rend inquiétante et proprement pestilentielle. C'est très intéressant de distinguer dans effectivement la maladie, dans la médecine d'abord gréco-latine, puis ensuite arabe, et puis ensuite occidentale, les maladies générales des maladies sporadiques, parce que ça vous met sur la piste d'une distinction fondamentale qui explique toutes les réactions face aux épidémies. Si une maladie est générale, ça veut dire qu'elle est causée par ce qui est général, et si elle nous touche tous demain, on va en conclure que c'est l'air qui nous a empoisonnés, parce que c'est la seule chose qui nous est commune aujourd'hui dans cette pièce. Et donc, jusqu'au bout, au fond, c'est-à-dire jusqu'à Pasteur, on imaginera que si la peste, la maladie se transmet, c'est parce que des malades ont empoisonné l'air qui ont empoisonné d'autres personnes. Ce qui veut dire que la peste, comme épidémie, n'est pas contagieuse dans l'esprit du Moyen-Âge. L'épidémie et la contagio, c'est presque l'inverse. Par opposition, une maladie particulière, elle va vous toucher, vous et pas moi, parce que nous n'avons pas mangé la même chose. Et donc, ultimement, c'est l'alimentation qui va la causer. Voilà pourquoi les traités des maladies, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, sont essentiellement des régimes, et les traités des épidémies sont essentiellement des tableaux climato-nosologiques, c'est-à-dire qui vont associer à chaque climat une affection particulière. Et si vous avez ça en tête, eh bien vous pouvez parcourir toute l'exposition en montrant que jusqu'à Pasteur et en fait un peu au-delà, on est toujours dans ce schéma de pensée. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la contagion, elle doit passer par l'air qu'on respire et qu'on peut empoisonner. Quand je dis que l'épidémie était le contraire de la contagion, pour les médecins du Moyen-Âge, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'il y ait de contamination directe. Voilà pourquoi, d'ailleurs, ce n'est pas particulièrement héroïque pour eux, pas tous, mais plus que on l'imagine, d'aller soigner les malades au contact.
parce qu'en prenant quelques précautions, ils imaginent qu'on n'est pas, qu'on n'est pas obligé d'être contaminé par un corps affecté de cette maladie, dont je rappelle qu'elle a deux formes, une forme bubonique et une forme pulmonaire. La forme bubonique, elle est très identifiée au Moyen-Âge parce qu'effectivement, elle a des signes de mort, comme on dit, c'est-à-dire qu'on sait très bien que quand apparaissent les bubons à laine notamment, eh bien, on a 3 ou 4 jours devant soi pour donc succomber ou non à la maladie, ou non, parce qu'il y a quand même, c'est une létalité à 70%, ce qui est quand même beaucoup, mais ce qui veut dire aussi qu'il y a quand même un tiers des malades de la peste qui en ont réchappé, contrairement à la forme pulmonaire qui a 100% de mortalité, j'allais dire aujourd'hui encore, puisque la peste n'est pas éradiquée dans le monde, qu'elle est toujours classée par l'OMS comme maladie potentiellement émergente, qu'il n'y a pas de vaccin, qu'il y a seulement des antibiotiques, qu'elle est toujours endémique à Madagascar par exemple, qu'elle tue toujours une centaine de personnes, notamment en Amérique du Nord, qu'on sait que des mammifères peuvent en être les vecteurs, pas seulement les rats, les marmottes, les écureuils, et que c'est par ailleurs aussi un enjeu de bioterrorisme très important parce que c'est l'agent pathogène le plus meurtrier pour l'homme, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a tant de recherches médicale sur Yersinia pestis, mais là je suis en train de parler de Yersinia pestis et pas de la pestis des anciens. Parce que justement, la pestis des anciens, c'est effectivement cette affection donc épidémique générale qui tourne mal. Parce que c'est ça, une pestilentia, c'est d'une certaine manière une épidémie qui tourne mal, qui déborde. Voilà, qui déborde de son cadre, qui est le cadre normal au fond d'une épidémie, c'est-à-dire que ça touche une région et pas une autre, et effectivement, comme tu le disais, ça signifie que pour les marchands, par exemple, l'épidémie est un risque. C'est un risque que l'on prend ou que l'on évite en contournant les régions infestées, et ça, je dirais, depuis l'époque romaine. Mais parfois, ça tourne mal. Et pestilentia est le nom d'une épidémie qui déborde. Et que lorsqu'elle déborde de beaucoup au point, d'une certaine manière, de se rendre inimaginable, eh bien, ça s'appelle la pestis. Pestis est le nom de ce que l'on ne parvient pas à circonscrire. Pestis est le nom du mal, en somme, qui touche les femmes et les hommes et qu'ils ne peuvent ni contrôler, ni même imaginer. La question de l'imagination est absolument fondamentale parce que la contagio, au sens médiéval, c'est d'abord un imaginaire qui se transmet. La contagio, c'est la peur, l'amour, la haine que l'on peut transmettre. Ce qu'on appelle, en latin médiéval, la compassio. C'est-à-dire le fait que compassion pour nous. Ce que je peux ressentir, vous pouvez vous-même le ressentir. Et c'est dans un sens second que la contagion prend très tard, à l'époque moderne, un sens médical. Ce qui fait que quand on utilise, quand on métaphorise sur un substrat biologique l'idée de contamination, eh bien on métaphorise une métaphore. Donc c'est ça qui est effectivement intéressant, c'est de se saisir de l'imaginaire de la peste qui ne désigne rien d'autre que l'incapacité qu'on a au Moyen-Âge à s'en saisir, à la comprendre, à la contrôler. Le nomen pestis, c'est le nom de ce qu'on ne comprendra jamais. Et voilà pourquoi, dans toute l'exposition, vous allez voir que, du point de vue des pouvoirs, eh bien, la chose véritablement, le moment décisif, c'est le moment où on lâche ce nom.
Et on le lâche le plus tard possible. C'est évidemment toute l'histoire de la peste de Marseille en 1720, où les autorités vont retenir, dans tous les sens du terme, le nom de peste pour ne pas faire flamber les imaginaires. Mais je dis ça, Albert Camus dit la même chose dans La Peste, le roman. On voit bien que le nom de peste arrive le plus tard possible, et lorsqu'il arrive, eh bien c'est lui qui produit le nom même, la contagio. Et c'est quelque chose qui est absolument fondamental si on veut bien effectivement saisir la différence radicale entre ces épidémies du passé et les épidémies d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé avec le Covid, tout ce qui a accompagné, escorté, le plus souvent encombré le travail scientifique, complotisme, etc., n'est pas du tout un archaïsme, n'est pas du tout une maladie de l'ignorance, mais au contraire une maladie de la connaissance. C'est précisément parce qu'on savait ce qui se passait presque en direct, qu'on savait nommer la maladie, qu'on savait désigner sa transmission, qu'on peut tous se renseigner plus ou moins sur Internet, et que, effectivement, le complotisme, c'est d'une certaine manière la pathologie de ceux qui en savent long. C'est-à-dire ceux qui savent, qui croient savoir davantage qu'ils ne savent. C'est absolument pas une ignorance ou un archaïsme. Et là, il y a une différence absolument fondamentale avec les épidémies du passé. J'en profite pour le dire parce que je pense que c'est vraiment moi, ce qui m'a frappé, la nervure centrale de ce fort beau parcours qui nous est proposé dans cette exposition. Cette exposition, d'une certaine manière, elle a subi ce que mon objet de recherche a aussi subi. Moi aussi, je peux dire, comme vous le dites, j'ai eu l'idée avant, j'ai eu l'idée de travailler sur la peste avant le Covid, mais maintenant c'est trop tard, personne ne nous croit, et le Covid est là, il est passé, il est encore là, et d'une certaine manière, c'est par rapport à lui qu'on a à s'expliquer. Et au fond, ce que j'appelle hantise, c'est le fait qu'on peut toujours écrire l'histoire du passé. Ce passé se trouve proprement contaminé par les hantises du présent, et c'est ce présent qu'on doit avoir en tête. Mais retenons quand même ceci, contrairement à justement tout ce vers quoi l'exposition tend, avec ce dernier moment du sida, qui lui aussi charriait évidemment des archaïsmes, lui aussi a été a déclenché des mouvements sociaux et politiques comparables à ceux des épidémies, et c'est pas pour rien qu'on a parlé de la peste gay, c'est pas pour rien que les gays ont pu se sentir pestiférés. Mais en même temps, il y avait quelque chose de fondamentalement différent, c'est qu'un malade du sida était, comme le disait Daniel Defer, le compagnon de Michel Foucault, un réformateur social. Voilà. C'est-à-dire qu'il devenait expert de sa maladie et il a mis en cause, effectivement, le pouvoir médical et toute, je dirais, la génération des professionnels de la santé publique, à commencer par le professeur Delfrécy qui viendra clore ce cycle de conférences, vient de là, vient de ce moment fondateur où des malades sont devenus experts de leur maladie et ont dénié au pouvoir médical le droit exorbitant de la nommer pour eux. Mais rien de tel avec la peste, rien de tel. Et voilà pourquoi, effectivement, on doit bien sûr la dire telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle que la révolution pasteurienne l'a révélée à elle-même, mais toujours aussi, en même temps, l'écrire à hauteur de l'ignorance, à hauteur de l'incompréhension qu'elle a
suscité. Si bien que lorsque vous suivez le cours de cette exposition, vous allez effectivement traverser la longue pandémie de peste, et puis d'autres, la tuberculose, etc., et la variole, la vaccination, et puis vous allez buter sur le moment pasteurien, et il y a ce moment émouvant dans l'exposition pour moi avec les carnets d'Alexandre Yersin, c'est-à-dire l'inventeur de cet agent pathogène dont on va donner bien plus tardivement son propre nom, Yersinia pestis, à partir de l'épidémie de peste de Hong Kong en 1894. Et à ce moment-là, il faudrait faire retour, il faudrait retourner en arrière et comprendre que c'est ce moment-là qui nomme le premier. La troisième pandémie de peste, c'est celle qui permet de comprendre qu'il y en a eu une deuxième et qu'il y en a eu une première. La première, elle est hors champ de l'exposition, puisque c'est la peste dite justinienne qui a déferlé sur la Méditerranée à partir du VIe siècle. Mais ce qui était d'ailleurs au temps de nos études, cher Guélin, une hypothèse, c'est-à-dire que la peste justinienne et la peste noire étaient la même maladie, si tant est que le même agent pathogène crée la même maladie sur des organismes qui biologiquement et évidemment socialement et historiquement ne sont plus les mêmes, eh bien ce qui n'était qu'une hypothèse est aujourd'hui vérifié par les progrès conjoints de la microbiologie, de la paléogénétique et de l'archéologie funéraire, mais très 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 récemment, puisque ce n'est qu'en 2017 qu'on a séquencé le génome de Yersinia pestis, qu'on a pu identifier dans les restes osseux des cimetières, d'abord londoniens de la peste noire et puis ensuite bavarois de la peste justinienne, les mêmes dans les restes osseux, la pulpe dentaire, les mêmes traces de l'ADN du même agent pathogène, et que la génétique, comme la recherche d'ADN sur une scène de crime, eh bien, est le juge de paix, et on dit c'est le même tueur. Mais c'est le même tueur, mais ce n'est pas la même maladie. Et c'est ça qui est évidemment intéressant, c'est de comprendre au fond qu'on devrait là distinguer la maladie biologique de la maladie sociale et se placer effectivement face aux épidémies, comme le dit fort bien le titre de cette exposition. C'est peut-être le moment, puisqu'on va parler de Pasteur, que Anne-Marie Moulin va en parler ici, et que effectivement on peut se souvenir que Bruno Latour a écrit aussi sur Pasteur, a écrit magnifiquement sur ce qu'il appelait le style pasteurien, c'est-à-dire cette capacité qu'a eu Pasteur et les pasteuriens, Alexandre Yersin et les autres, de traverser toutes les disciplines, d'être à la fois hygiéniste, épidémiologiste, médecin, sociologue, historien de la même affection générale, le moment de dire que Bruno Latour avait, je crois, raison de rappeler qu'il y a quelques difficultés à dire que Ramsès II est mort de la tuberculose. Il est mort de ce que nous appelons aujourd'hui la tuberculose, mais évidemment, l'agent pathogène comme objet naturel existait déjà, mais comme objet social n'existait pas. Et donc, c'est ce qui faisait dire au journal Paris Match en 1976, lorsque la momie de Ramsès II était accueillie sur le tarmac du Bourget comme un chef d'État étranger, c'en était un d'une certaine manière, il allait rejoindre la grande exposition Toutankhamon, on était en 1976, et les médecins s'étaient penchés sur la momie, avaient identifié
la tuberculose, et le journaliste de Paris Match avait dit le pharaon est tombé malade 3000 ans après sa mort. Et c'est très exactement ça, puisque la maladie, d'une certaine manière, n'existait pas en tant que telle avant d'être identifiée par la science moderne. Et alors Bruno Latour disait simplement que le journaliste de Paris Match avait délivré là une leçon de philosophie des sciences. Bon. Donc ça veut dire qu'il faudra, à partir de maintenant, lorsqu'on parle de la peste noire, parler à la fois de la pestis des anciens et de Yersinia pestis des modernes. C'est évidemment fondamental de considérer que c'est le même agent pathogène c'est un agent pathogène relativement récent, Yersinia pestis, contrairement à la tuberculose, contrairement à la lèpre. Ça apparaît dans les premières sociétés de l'âge du bronze, vers 3000 avant, mais ça ne s'exprime véritablement, historiquement, qu'au VIe siècle de notre ère. Et c'est une maladie qui est très mal adaptée à l'homme. C'est pour ça qu'elle est si meurtrière. Contrairement à la lèpre, qui est peu meurtrière et très mutilante, la peste, elle, est très létale, mais quand on en réchappe, on en réchappe. Et ça veut dire que nous sommes, toutes et tous, les filles et les fils de rescapés de la peste noire, parce que nos ancêtres ne l'ont pas contractée, mais aussi probablement bien davantage, parce qu'ils en ont réchappé et en sont sortis transformés sur le plan biologique. Bon. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental à comprendre aujourd'hui. Et on comprend beaucoup de choses, évidemment, en séquençant première pandémie, deuxième pandémie, troisième pandémie. Tu disais c'est la plus belle période qui s'ouvre au XIIIe siècle. Et effectivement, aujourd'hui, on dira ben oui, parce que c'est une période de silence épidémiologique. C'est un moment où l'agent pathogène, Yersinia pestis, eh bien, il est tapi quelque part sur le plateau tibétain ou en Asie centrale, dans des réservoirs animaux, et il ne s'exprime plus. Et il va, sans doute, à partir de l'expansion mongole, ressurgir à un moment, là encore, notre histoire contemporaine nous rend particulièrement sensibles à cette question-là, à un moment où le changement climatique eh bien, bouleverse les rapports entre les humains et les non-humains et où des grands mouvements de population viennent troubler les écosystèmes. Et c'est à ce moment-là qu'il ressurgit, probablement bien avant 1347, puisque on a au moins une datation depuis ce mois de juin 2022 en 1338 sur un cimetière nestorien du Kazakhstan, mais tout indique, lorsque on se penche sur les archives du vivant, il y a des archives qui ne sont pas aux archives nationales, mais qui sont en nous, que la mutation génétique qui rend possible la réactivation de l'agent pathogène, eh bien, il a dû intervenir quelque part entre la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle en Asie centrale. Alors, à quelle hauteur devrais-je écrire ou simplement raconter cette histoire? Est-ce que je devrais commencer à vous parler du changement d'axe du Soleil qui change le niveau de radiation solaire, qui bouleverse dès les années 1320 les conditions climatiques du monde et qui vont, dans une perspective globale, faire ressurgir une maladie du passé de ces réservoirs animaux? Est-ce que je dois vous parler de ces animaux? Est-ce que je dois vous parler de l'histoire du rat ou de l'histoire de la puce, puisque jusqu'à un âge assez récent, on a cru que c'était le principal vecteur de la peste, et lorsque un autre pasteurien, Paul-Louis Simon, eh bien, le découvre en 1903, il dit de mémoire, eh bien, il dit « Je viens de révéler le secret
le plus caché de l'histoire de l'humanité, c'est la puce, sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, et ça ce sont des recherches épidémiologiques très récentes, ce qu'on a appris à l'école, c'est-à-dire en fait la peste, eh bien, elle est identifiée comme cette maladie infectieuse dont le vecteur est la puce du rat, lorsque on a des données suffisantes pour faire un calcul épidémiologique. Alors on l'a évidemment pour la 3e pandémie de peste, en particulier grâce aux travaux extraordinaires des médecins indiens lors de la peste de Bombay autour des années 1890-1900, parce que c'est ça qui est intéressant aussi du point de vue de l'histoire contemporaine. Il y a vraiment un savoir médical transnational où on trouve non seulement les pasteuriens habituels français, les Allemands, les Japonais, mais aussi les Brésiliens, les Mexicains, les Indiens, etc. Et tout cela, eh bien, crée des bases de données. Alors, pour effectivement l'Inde du début du XXe siècle, mais aussi, ça pourra peut-être vous étonner, pour l'Égypte du XVe siècle, parce que l'Égypte mamelouk a une capacité d'enregistrement documentaire extraordinaire, qu'ils sont capables, dès les années 1420, de comptabiliser notamment le nombre de morts des hommes, mais aussi des rats. Et lorsque on met tout cela aujourd'hui dans les équations épidémiologiques, on se rend compte que ça ne colle pas. C'est-à-dire que notre modèle de transmission de la peste, du rat à sa puce et de la puce à l'homme, n'est pas suffisant pour expliquer la vitesse de sa propagation et surtout sa létalité. Donc il y a quelque chose d'autre qui est vraisemblablement de l'ordre de la transmission interhumaine, qui est attesté pour les formes pulmonaires, qui n'est pas attesté pour les formes buboniques. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de considérer qu'aujourd'hui, plus l'enregistrement documentaire progresse, plus au fond les modèles épidémiologiques régressent parce qu'ils ne sont pas cohérents. Et cette question-là, je pense que l'exposition en rend très bien compte, c'est la discordance en fait entre les sources. Les sources, vous l'allez voir, sont des sources qui, d'une certaine manière, documentent davantage les manques que la connaissance, et c'est davantage le manque de sources que les sources du manque qui documentent l'arrivée de l'épidémie. C'est effectivement un notaire qui cesse de travailler et une main, quelques mois ou années après, qui dit « je reprends après la mortalité ». C'est à Pérouse, le cas est bien connu, des premières attestations toujours indirectes de la peste, où on voit la commune s'inquiéter du prix de la cire, et on en conclut que s'ils veulent limiter le prix de la cire, c'est qu'il augmente. S'il augmente, c'est qu'on a besoin de beaucoup de cierges. Si on a besoin de beaucoup de cierges, c'est qu'il y a beaucoup d'enterrements. Mais d'une certaine manière, toutes nos sources sont indirectes. C'est, je dirais, l'abord de la catastrophe qui est documenté bien davantage que la catastrophe elle-même. Et très rares sont les témoignages directs de cette peste, où lorsqu'ils sont directs, le plus célèbre c'est évidemment le Décaméron de Boccace, lorsqu'ils sont directs, eh bien on ne peut pas douter que Boccace ait vu ce qu'il a vu, mais il le dit d'une manière qui est discordante avec les sources archéologiques, puisque aujourd'hui, l'archéologie funéraire, elle nous indique qu'à de très rares exceptions près, il n'y a pas eu de panique funéraire. C'est-à-dire que la mortalité énorme, en tout cas pour le Moyen-Âge, au XIVe et au XVe siècle, elle n'a pas déréglé les rituels, les gestes de dévotion, de deuil et les pratiques, le fait qu'il y a assez peu au fond de sépultures multiples et que chacun a droit,
sinon à son cercueil, du moins à sa tombe, et que donc lorsque Boccace décrit la panique funéraire au XIVe siècle à Florence, où le père oublie le fils et le fils le père, eh bien, il écrit davantage une réécriture de Thucydide, la peste des Athéniens, qui n'était pas une peste, mais qui était une épidémie générale, qu'il ne dit ce qu'il voit. Et pourquoi? Simplement parce qu'il dit que c'est une peste, c'est-à-dire qu'elle est inimaginable. Donc il doit dire qu'il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Et une des manières, en intertextualité, qu'il a de dire ça, c'est de réécrire Thucydide. Donc ces discordances, elles sont très compliquées à mettre en œuvre, et c'est cela, effectivement, qui rend l'histoire des épidémies à la fois globale et hétérogène. Aujourd'hui, elle doit être globale parce que c'est effectivement l'ensemble de ces savoirs qui sont archéologiques, littéraires, iconographiques, médicaux qu'on doit mobiliser, et elle est nécessairement hétérogène parce que le récit qui en ressort n'est pas un récit continu, et surtout, il ne contrevient pas strictement à ce qu'on a appris de l'histoire de la peste. Et c'est pourquoi, si on demande à quelle hauteur, effectivement, il faut écrire l'histoire de nos hantises, est-ce que c'est celle des changements d'angle du rayonnement solaire ou celle de la mutation génétique de la puce du rat? Eh bien, il n'y a qu'une seule histoire qui vaille, c'est l'histoire sociale. Mieux vaut l'écrire à hauteur des hommes, de ce qu'ils savent et de ce qu'ils ne savent pas, de ce qu'ils souffrent, de ce qu'ils endurent, de ce qu'ils supportent. Et c'est pour cela que la seule réponse qui vaille est celle que vous propose l'exposition. Comment se situe-t-on face aux épidémies? Et c'est cela qui m'intéresse et sur laquelle je voudrais terminer, c'est que nous sommes aujourd'hui sur cette question de l'histoire de la peste noire, bouleversée par les nouveaux savoirs, bousculée aussi par cette histoire de longue durée qui nous oblige à la saisir non seulement jusqu'à la troisième pandémie, puisque c'est elle qui justifie et ordonne les deux premières, mais effectivement les imaginaires des autres pestes, et des autres épidémies, puisque c'est avec cet imaginaire que nous avons affaire. Voilà un seul exemple, puisque je l'avais annoncé, même si il y a des nécroses noires qui apparaissent sur les extrémités, notamment des doigts des malades de la peste. Ce n'est pas ça qui l'a fait noire. Elle devient noire du fait d'avoir été désignée telle par le romantisme noir allemand des années 1830. C'est pas avant 1830 qu'on dit que la peste noire est noire. Mais à ce moment-là, elle devient noire parce que, comme Patrice Bourdelais va vous l'expliquer ici même dans une semaine, la choléra provoque une peur bleue chez les hommes et qu'il y a une sorte de chromatisme de nos hantises. Songez à la peste écarlate de Jack London. D'une certaine manière, les couleurs de l'imaginaire épidémique, dont, encore une fois, l'exposition montre bien que les années SIDA vont les faire exploser littéralement, vont en produire un arc-en-ciel à la fois saisissant de vitalité militante, de souffrance, mais aussi de vigueur créative et d'ailleurs scientifique. Tout cela crée au fond les conditions d'une permanence des imaginaires dans laquelle effectivement l'historienne ou l'historien a bien du mal à faire la part de ce qui dure et de ce qui change. En tout cas, une chose me frappe, c'est que
ce que nous avons appris à l'école, mon cher Guillain, en tout cas quand on était étudiant, alors que, d'une certaine manière, les savoirs scientifiques sur la peste ont été bouleversés, constitue le socle toujours robuste des savoirs sur l'épidémie. Et à traverser cette exposition qui nous situe face aux épidémies, on se rend compte de la persistance, de la robustesse, on va dire, de deux paradigmes. Le premier, c'est le paradigme de la société de peste, celle qui a été définie par Jean Delumeau et qui décrit la manière dont les sociétés s'organisent avec la peste. Alors évidemment, on peut toujours mettre en avant les mouvements, on va dire, de panique, de violence, on va parler de la persécution contre les Juifs, etc. Mais globalement, ce qui demeure et ce qui est tout à fait peut-être plus surprenant pour nous, c'est l'accommodement, c'est la manière dont, au fond, la peste entre dans le paysage et qu'une catastrophe aussi considérable a, d'une certaine manière, produit si peu d'effets politiques. Puisque, au fond, ce n'est pas ainsi qu'on séquence notre histoire politique. On ne peut pas dire que le monde est changé de base, que après la peste noire, on croit au même Dieu, on obéit au même roi, on a globalement les mêmes valeurs. Et donc cette société de peste, il faut décrire effectivement comment elle endure l'endémisation du mal qui répandait la terreur. Et puis l'autre paradigme, qui est, disons, on va dire, foucaldien, c'est celui du gouvernement de peste. Et on voit très bien sur toute l'étendue, le parcours de l'exposition, comment la problématique du contrôle, la problématique de la surveillance au loin, du filtrage, de la cartographie des pouvoirs, eh bien, il est commun à l'ensemble de ces périodes, et peut-être celle la plus ancienne, celle qui est en tout cas la plus anciennement documentée pour nous, eh bien, il est très difficile de résister à la tentation de rétroprojeter ce qu'on voit admirablement bien se déployer lors de la peste, par exemple, de Marseille en 1720, de le rétroprojeter sur le XIVe siècle. Et ce que tu disais des fonctions de des archives nationales face à la société, le fichage, le contrôle, le biais de genre, tout cela, ça se retrouve dans justement dans ces sociétés de peste et ces gouvernements de peste. Donc au total, et ça sera mon dernier mot, comment caractériser de manière à la fois globale et discontinue la réaction des sociétés face à la peste, et comment le faire en sachant bien que de toute façon, on parle ici d'objets du passé, mais qui ont été bouleversés par notre passé récent de la crise épidémique. C'est peut-être Ibn Khaldoun, le penseur historien universel, justement, un penseur universel pour une maladie universelle de l'islam de la fin du XIVe siècle, qui le dit le mieux, lui qui a subi directement la peste, enfin une de ces résurgences dans les années 1460, lui qui a décrit la peste comme un tapis qui roulait sur les hommes et qui les emportait tous. Il dit de la peste qu'elle a changé
tous les paysages sans être assignable à un changement particulier. Elle a tout changé, et pourtant tout est reparti comme si de rien n'était. Une chose est certaine, c'est qu'il n'y a pas de monde d'après. Il n'y a pas une césure nette entre l'avant et l'après. Après la peste noire, c'est toujours le même monde, mais, et ça je crois que c'est quelque chose qui peut soutenir notre rêverie ou notre réflexion, les changements qu'elle induit sont des changements lents, latents, qui vont produire de manière différée et de manière indirecte leurs effets. Le meilleur exemple de cela, ce sont les images. Si on cherche dans l'iconographie de la peste noire une documentation directe de ces effets, alors on est toujours déçu. Parce que, d'ailleurs, l'imaginaire qu'on lui associe aujourd'hui, il lui est soit antérieur, le fléau, la faucheuse, ça c'est avant, dans les années 1320, 1330, c'est déjà là pour accueillir l'événement, soit bien postérieur, comme la danse macabre. Mais on ne trouve pas effectivement d'image contemporaine de la peste. En revanche, on peut estimer avec Georges Didier Huberman que les images en sont sorties malades de la peste, comme dans La Fontaine, et que, au fond, la crise de la représentation que nous décrivons sous les beaux atours de Renaissance est un de ces effets indirects. Nous sommes convaincus que Adorno était convaincu qu'il n'y avait pas de poésie possible après Auschwitz. Nous savons que la poésie est possible après Auschwitz, mais qu'elle en sort bouleversée, qu'elle en parle ou pas, qu'elle en soit consciente ou non. L'histoire de l'art, c'est la même chose. Je suis absolument persuadé qu'elle est bouleversée. Comme Ibn Khaldoun disait, c'est un changement d'aspect, disait-il, au sens aristotélicien. Le monde a changé d'aspect, mais d'une certaine manière, rien n'est directement assignable à ce changement. Et voilà pourquoi il me paraissait utile et nécessaire de convier les visiteuses et visiteurs de cette exposition au long cours, face aux épidémies, pour finalement se déprendre de deux illusions historicistes jumelles en miroir. Tout est toujours pareil. Non, c'est pas vrai. Il y a de l'histoire. Et première illusion. Et deuxième illusion, les grandes causes produisent les grands effets. Non, c'est pas vrai. Pas mécaniquement, sauf si évidemment on en prend conscience, sauf si on le veut, sauf si politiquement on l'organise, mais tout ça, à la fin, ça s'organise. Car une épidémie a un début, mais elle n'a pas de fin. Ou plus exactement, la fin, ça se décrète. Et ça, vous allez le voir en haut, c'est tout à fait singulier. Il y a des décrets de fin de l'épidémie. Mais c'est une décision politique. Alors, c'est une décision souveraine. Dans le cas des monarchies, voyez à la fin comment, avec le choléra évidemment, mais le sida encore davantage, cette décision politique, eh bien, elle met en cause l'idée même de démocratie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, cher Patrick, de cette conférence qui permet d'aller visiter ensuite l'exposition avec des idées bien plus claires, mais aussi peut-être plus imaginatives.
Et donc, je laisse tout de suite la parole à la salle pour quelques questions. Bien sûr. Avant que nous terminions cette séance. Donc, la parole est à la salle. L'anglais distingue de trois mots ce qu'on confond dans un seul. Maladie, c'est disease, c'est illness et c'est sickness. C'est différent. L'affection du point de vue nosologique, disease, c'est la tuberculose. Le discours social qu'on va articuler sur la tuberculose, illness, et le fait qu'on se sent soi-même tuberculeux, sickness. C'est fondamentalement différent. Là encore, on ne le voit véritablement exprimé qu'avec les épidémies modernes. Bon. Donc ça veut dire simplement qu'un pestiféré se sent affecté d'une maladie qu'il sait mortelle. Bon. Il n'est pas affecté de ce que nous appelons Yersinia pestis. Comment se sent-il? C'est une question qui m'a intéressé. C'est pas facile, effectivement, parce que moi, je m'intéresse notamment aux survivants, parce que je pense que c'est à la fois décisif du point de vue biologique et aussi du point de vue social. Il y a, par exemple, des sources qui peuvent l'approcher. Dans les années 1360, en Provence, une sainte il y avait un procès de canonisation qui a donc, comme tout procès, tenté de documenter des miracles et des miracles de guérison, et ceux qui étaient malades de la peste. Et donc il y a des femmes qui ont eu la peste et qui en ont été guéries, et donc qui décrivent leur expérience. Elles étaient tristes d'être malades, elles ont eu peur de mourir. Lorsqu'apparaissent les bubons, on sent que c'est pas bon, mais on sait aussi qu'on peut avoir de la chance. Elles ont de la chance, et quand on leur demande qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez senti que vous guérissiez, elles disaient « j'étais heureuse ». Donc il y a quelque chose dans cette expérience qui est à la fois très simple, comme, je dirais, exprimant une habituation, enfin en tout cas pas forcément un fatalisme ou un accord, mais enfin en tout cas oui, je ne peux pas dire autrement, la possibilité en fait qu'on imagine que à tout moment on peut mourir, bon, mais il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de ferveur, il n'y a pas de tout ce que Susan Sontag appelle les métaphores de la maladie, c'est-à-dire pourquoi je suis tombé malade, qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Voilà. Ce sur quoi, effectivement, disons que ça ne correspond pas du tout à l'histoire qu'on raconte. Comme si, effectivement, les malades de la peste au XIVe siècle n'avaient pas lu nos livres. C'est à la fois vexant et, en même temps, assez éclairant. Sur cette société habituée à la mort, surprise quand même par effectivement le fait, au fond, pour ça que la danse macabre, même si c'est une représentation très tardive, elle n'apparaît que dans les années 1420-1430, elle est très juste, ça veut dire que tout le monde meurt. Voilà. Un cimetière de peste, il y a un cimetière qui est contemporain de la peste, dont on peut maintenant assez récemment, mais depuis très peu d'années, à part des échantillons osseux et leur analyse génétique, déterminer de quoi ils sont morts, on voit que, contrairement à un autre cimetière, c'est une représentation exacte, symétrique du monde des vivants. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes, il y a des jeunes et des moins jeunes, et en gros, tout le monde est bien portant. C'est-à-dire que personne, ça c'est les analyses toutes récentes de l'archéologie funéraire, donc, y compris
celle qui est présentée là dans l'Aude, à Saint-Laurent-de-Cabragis, tout le monde, enfin personne parmi ceux qui sont apparemment morts de la peste n'était affecté d'une pathologie dégénérative. Et c'est ça qui est terrifiant. Si, avec une surmortalité des 5-19 ans, et en revanche, pour une raison qu'on ne comprend pas, une absence de bébé. Avant 1 an, apparemment, on ne meurt pas de la peste. Donc, il y a une démographie qui est tout à fait singulière. Là, je parle du XIVe siècle, mais ça a changé ensuite. Parce que, évidemment, nous avons, notre corps a une histoire. Elle a d'abord une histoire biologique, c'est-à-dire qu'on s'est adapté. Et donc, il y a une pression de sélection négative qui a aussi adapté l'agent pathogène et qui a aussi vraisemblablement adapté les animaux hôtes comme les mammifères et vecteurs comme la puce. Donc tout ça, ça fait que le même agent pathogène ne produit pas la même maladie. Déjà sur le plan biologique, ensuite sur le plan social et démographique, et évidemment sur le plan, disons, des imaginaires sociaux. Alors, ça c'est évidemment une très bonne, une question décisive, fondamentale. Notre tableau géographique de la peste noire s'est considérablement élargi, s'est décentré. Lorsqu'on parle effectivement de la peste de 1348, c'est en France, enfin en tout cas à Paris, puisqu'elle apparaît à Marseille en novembre 1347. Et donc nos cartes de la peste, disons, sont essentiellement eurocentrées, alors qu'on sait que son foyer est plutôt, effectivement, certainement pas en Chine, mais en tout cas en Asie centrale ou sur le plateau tibétain. Et là, on recule à la fois géographiquement et probablement chronologiquement, puisque, je vous l'ai dit, des recherches toutes récentes datent de 1338, la première attestation donc en Asie centrale de l'agent pathogène. À partir de ce moment-là, on sait aussi que la peste va court-circuiter les voies d'un monde interconnecté. Bon. Et donc, il va laisser relativement indemnes les régions qui sont vraiment totalement à l'écart du monde. Alors, il y a des régions qui vont échapper à la peste, on ne sait pas trop pourquoi, comme la Bohème, d'autres qui vont vraiment être touchés très tard, comme les pays russes, par exemple, c'est 1352 pour Novgorod et Moscou, donc en étant passé par l'Angleterre, la Scandinavie, etc., pas directement, donc ce qui prouve que effectivement les routes de la peste sont un très bon révélateur du niveau d'interconnexion des mondes médiévaux. Il y a la question de l'Afrique. D'une certaine manière, on ne comprend pas trop pourquoi l'Afrique y aurait échappé, mais il y a des sources en Éthiopie, il n'y en a pas vraiment ailleurs. Et le grand mystère, c'est la Chine et l'Inde. Évidemment, ce monde interconnecté, le monde de la peste, le monde de 1348, on va dire, c'est une Eurasie, ou une Afrique-Eurasie même, pour le dire comme les géohistoriens actuels. Donc c'est un grand couloir de civilisation qui va de la mer du Nord à la mer du Chine. Mais pourtant, il n'y a pas d'attestation directe, absolue,
en Chine, même si Tim Brooke, par exemple, le grand sinologue, croit reconnaître, mais là il nous manque un mot parce que le mot chinois est trop, pour dire pestilence, c'est trop vague, il n'y en a aucun qui s'approche ni de notre pestis, ni même de la nosologie précise des bubons, etc. Ça n'a pas été observé. On n'a pas vraiment, on sait qu'il y a des grands troubles sociaux en Chine en 1352, ça va créer quand même, ça suscite quand même un changement dynastique, mais d'une certaine manière, la peste en Chine, c'est une hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse. On ne voit pas trop pourquoi il n'aurait pas été touché, mais on ne comprend pas davantage pourquoi, l'ayant été, ils en parlent si peu. Et l'Inde, c'est encore plus mystérieux, puisque là, effectivement, on n'a aucune attestation, même indirecte, alors qu'on ne peut pas imaginer, effectivement, que l'Inde ait été à l'écart de ses routes. Elle ne l'était pas, puisque le cœur battant de cette Eurasie, c'est l'océan Indien. Là, on a des biais de sources qui sont considérables, parce que, effectivement, ce sont même y compris les sources littéraires indiennes à ce moment-là, en tout cas en sanskrit, eh bien, décrivent essentiellement des histoires dynastiques. Et si aucun roi n'est mort, il n'y a pas de raison d'en parler. Vous allez voir quand même en haut que les sources sont souvent indirectes. Souvent indirectes. Mais c'est une question absolument cruciale aujourd'hui pour faire une histoire globale de la peste. Et il y a des hypothèses en Chine et en Inde, c'est la nuit noire. Dans l'exposition, vous voyez très bien effectivement qu'il y a, disons, des expressions de ce qu'on a appelé la religiosité flamboyante, c'est-à-dire de piété panique, qui peuvent être les principaux vecteurs d'un embrasement des imaginaires, comme les flagellants, mais les flagellants existent en Italie depuis 1260. Donc ça prouve que là encore, la peste est un événement qui va, je dirais, poursuivre des évolutions qui sont déjà en cours. Jacques Chifolo l'a très bien montré. S'il y a effectivement une religiosité flamboyante qui s'inquiète effectivement de différentes, qui a je dirais, une sorte de ferveur spirituelle particulière, elle est antérieure à la peste noire, et la peste, d'une certaine manière, ne va faire que l'amplifier. Donc on sait qui sont les entrepreneurs de haine dans ces années-là, et les Juifs vont en être les victimes, pas les premières victimes d'ailleurs, puisque, ça c'est Carlo Ginzburg qui l'a montré, les premiers récits de complot des Juifs et des lépreux, eh bien, c'est dès les années 1320. Donc tout est déjà effectivement en place pour que l'explosion effectivement antisémite, puisque bon, ça c'est encore un débat complexe, mais moi je renonce à appeler de deux mots, anti-judaïsme et antisémitisme, la même réalité qui est non seulement la haine des Juifs, mais le fait de vouloir les mettre à mort, y compris au Moyen-Âge. Eh bien, tout cela, effectivement, est un problème complexe, là encore, de rapport de pouvoir. On voit très bien qu'à Strasbourg, par exemple, qui est le pogrom le plus effrayant, disons, dans cet espace-là, le pogrom de la Saint-Valentin, 14 février 1349, ce qui déclenche le massacre, c'est un calcul politique des élites. Donc là encore, on aurait tort. On voit très bien qu'il y a le pape, par exemple, le pape Clément VI, qui est plutôt un intellectuel, plutôt effrayé par cette... bon, en même temps, j'aurais pas aimé être le pape de la peste noire. Hein.
Parce que là encore, si la peste était, vous avez compris que j'en doute un petit peu, cette épreuve morale que les historiens prétendent qu'elle est, c'est-à-dire véritablement voilà, le fléau qui vient châtier les hommes de crimes terribles, si vous êtes pape de cette société-là, vous ne devez pas vous sentir très très à l'aise. Et je ne dis pas qu'il était à l'aise, mais en tout cas, il a quand même géré. Voilà, il a géré le truc assez bien d'ailleurs, à un moment où tout le monde mourait autour de lui. Et donc, il va effectivement contrôler les flagellants. Il va tenter de manière très rationnelle de faire obstacle à la rumeur. Par exemple, il y avait cette idée que les Juifs ne mouraient pas de la peste. Alors là, vous parlez de complotisme, c'est exactement la même idée que voilà, il n'y avait pas de Juifs au World Trade Center le 11 septembre. Voilà. Donc ça arrive tout de suite. S'ils ne meurent pas de la peste, c'est qu'ils savent comment s'en prémunir. Et s'ils savent comment s'en prémunir, c'est probablement parce qu'ils ont empoisonné les puits, etc. etc. Alors, et on voit, il y a un texte là qui nous plaît beaucoup, de Clément VI, qui dit on dit que les Juifs ne meurent pas de la peste, c'est faux, voilà pourquoi. Donc, ils sont, comme nous tous, ils subissent un mal universel. Mais ça viendrait corroborer l'idée que c'est une sorte de montée d'archaïsme qui vient déborder les pouvoirs, alors peut-être celui du pape, mais pas celui des échevins de Strasbourg. Donc d'une certaine manière, là encore, on a une histoire qui est très complexe, qui est une histoire d'intrication de pouvoir, qui ne se laisse pas aisément ramener à des oppositions sommaires entre la sagesse des élites et la fureur du peuple. Merci beaucoup encore, cher Patrick, et merci à tous les auditrices et auditeurs d'avoir rejoint ce cycle de conférences qui débute aujourd'hui si merveilleusement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous.